Ouais, elle va me manquer ma marina là. J'ai fini par m'y habituer moi à vivre en marina. Donc demain Quetzal quittera son appontement et on partira en direction de Cayo Quemado afin de pouvoir être positionné correctement pour arriver dès le matin à Livingstone et faire les formalités de sortie avec comme destination un trajet du retour. Ce sera la première étape, certainement ce sera le Mexique. C'est reparti pour, on va dire, un mois et demi de mer maintenant. Et bye bye la marina, bye bye Bruno's. Voilà l'entrée du mouillage de Cayo Quemado. Qui est presque au désert, il n'y a que 2 bateaux mouillage, ce qui est assez rare parce que c'est un des coins les plus prisés de l'entrée du Rio. Mais c'est pas là où je vais aller me mettre pour une raison toute bête, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Ah bah ça y est, il est déjà dans l'eau. Alors, si je suis dans l'eau, c'est simplement parce que je tenais à vérifier avant de partir l'état de la coque. Je suis vraiment surpris. La coque est parfaitement lisse. Elle est sale, il y a de la boue dessus. Mais c'est de la boue qui ne tient pas d'ailleurs. Ça partira tout seul en navigation. Et c'est l'occasion de voir Quetzal sous un angle sous lequel on ne le voit pas d'habitude. On est le matin du départ, ce qui devrait être le matin du départ. Seulement voilà, pendant la nuit il a plu. La capote à l'arrière n'était pas assez tendue, ça fait une grande poche d'eau qui a tiré et qui a arraché le rail qui permet de maintenir la capote avant de protection. Alors il y a plusieurs solutions. La première c'est d'enlever carrément le rail, enlever la capote, partir et puis naviguer sans capote avant. Ça m'enchante pas vraiment. La deuxième c'est d'essayer de réparer. Je vais regarder comment c'est fait exactement. Est-ce que je peux repercer avec d'autres vis, parce que des petites vis comme ça, je suis pas certain qu'elles n'ont pas l'air abîmées. Alors, les vis n'ont pas l'air abîmées. Il faut que je sorte la capote et que je regarde. Comment c'est fait ce rail? C'est ce qu'on peut percer facilement à travers. Il faut savoir qu'une grande partie de la vie à bord est fait de petites réparations comme ça, dont je ne vous parle pas forcément. Mais il y a une maintenance permanente et une reconstruction permanente du bateau en fait. Donc j'ai enlevé la capote, j'ai enlevé les vis. Alors c'est moins pire que ce que je pensais parce que les vis n'ont pas été abîmées lors de l'installation. Donc elles n'ont pas été forcées, donc je vais pouvoir les réutiliser, ça c'est une bonne nouvelle. Et dessous, je vais simplement ébarber
les parties de bois éclatées, poncer un peu pour que ce soit bien lisse, repercer le rail en alu entre deux trous et le refixer avec les mêmes vis. Bon, on va voir ce que ça va donner. Donc le rail a été refixé. Maintenant il n'y a plus qu'à essayer pour voir si la capote s'insère bien à l'intérieur et que les têtes de vis ne la gênent pas. Bon ben voilà, c'est réinstallé. Ça m'aura pris 2h30 cette affaire. C'était assez difficile de repasser la capote dans le rail du coup parce que les guides d'insertion ont été arrachés. Bon bah, je vais me baigner, tiens. On voit comment la saison des pluies commence à s'installer. Depuis plusieurs jours, le ciel est gris comme ça avec régulièrement des averses. Et j'ai plus vu le ciel bleu depuis des semaines maintenant. Le ciel est à toujours cette consistance laiteuse qu'on trouve sur les tropiques dans cette saison. Rien à voir avec le jour de mon arrivée où il y avait un bleu profond et un vert éclatant. Allez, bah c'est parti, je laisse Livingstone. J'ai fait assez rapidement d'ailleurs les opérations de clearance check-in. Et maintenant, ce qui m'attend devant, c'est la barre, la fameuse barre de Livingstone. Pour l'instant, la profondeur varie entre 1m2 et 1m3. Alors c'est toujours un peu stressant, même si on se dit que quand on fait le calcul, ça passe, hein, entre le tirant d'eau du bateau et la hauteur disponible. Ça doit passer, mais c'est toujours un peu stressant, même quand on sait que les maths sont correctes. Pas sûr que la réalité soit toujours en adéquation. Le vent est juste dans l'axe, donc j'aurais bien hissé la voile. Comme je suis toujours au-dessus de la barre et que je souhaite rester absolument dans le chenal tracé, c'est ce qui fait la différence entre une navigation en solo et une navigation en équipage. Avec une navigation en équipage, on peut très bien avoir le barreur qui s'occupe de gérer où va le bateau et le reste de l'équipage qui s'occupe de hisser la voile. Et s'il y a un problème, chacun se répartit les tâches pour y pallier. En solitaire, on est obligé de tout séquencer. Je ne souhaite pas avoir plusieurs choses à gérer en même temps. Donc pour l'instant, je passe la barre. Et d'ailleurs, les fonds sont en train de remonter. Là, j'étais passé à 1m7, je suis retombé à 1m4 là maintenant. Et je passe d'abord la barre et ensuite je hisserai les voiles, même si c'est vrai que dans l'absolu, on pourrait le faire avec un niveau raisonnable de sécurité. Mais le problème n'est pas de savoir faire les choses en même temps quand tout va bien, c'est d'arriver à les gérer quand tout va mal. Deuxième jour de mer, et déjà un peu de maintenance à faire, puisque au cours de ma vérification quotidienne, je me suis rendu compte qu'il y avait une poulie, c'est la poulie de la drosse d'enrouleur de Génois. Dans l'axe, c'est bloqué, et du coup la poulie a été complètement mangée. Généralement dans ces cas-là, je mets simplement une manille en attendant. Mais ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre la poulie d'écoute de Génois qui s'était cassée au départ des Canaries. Ce sera mieux qu'une simple manille. J'ai donc changé la poulie. J'ai retaillé la partie qui était cassée de façon à éviter que le bout vienne se coincer entre l'oréa et la partie en plastique. Alors un coup d'œil sur la route, on reconnaît là la péninsule du Yucatan au Mexique. Ici c'est la côte du Belize. Et le Guatemala, dont je suis parti de Livingstone, se trouve ici. Tout le long de cette côte, il y a une barrière de corail qui s'étend, avec des îlots qu'on appelle les Keys. Alors les Keys parce que le Belize est un pays anglophone. Au début, je voulais passer par l'intérieur et remonter jusqu'à Belize City. Et de Belize City, un chemin qui permet de rejoindre la mer des Caraïbes. Mais pour faire ça, comme le chenal, je voulais le passer de jour, il m'aurait fallu prendre un mouillage. Et le Belize est un pays assez intransigeant en matière de transit dans ses eaux. Et rester au mouillage sans avoir fait de clearance au préalable, c'est administrativement risqué, on va dire. Et du coup, j'ai fait l'extérieur et donc j'ai tiré des bords au début pendant toute une nuit. J'ai fait un peu de moteur parce que le vent est tombé, mais assez rapidement, en fait, au bout d'une heure à peu près, le vent est venu de l'est. Avec deux riz que j'avais pris dans la nuit pour être tranquille et que j'ai maintenu dans la matinée. Le vent, lui, de l'ordre de 20 nœuds, est extraordinaire, mais je garde quand même ces deux riz parce que comme il y a du clapot, le bateau a tendance à taper et donc à ralentir à chaque fois.
Si jamais je lâche ces deux rilles, je vais gagner en puissance. Mais ce qui va se produire, c'est que cette puissance, je ne vais pas pouvoir l'exploiter vraiment en vitesse puisque la mer va m'arrêter. Donc il va falloir qu'elle se transforme en quelque chose d'autre et en ce en quoi elle va se transformer, ça va être en gîte. Gîte qui elle-même va me faire perdre le gain obtenu pour avoir relâché ces deux rilles. Donc en fin de compte, une situation moins confortable et au final pour une vitesse identique. Autant rester avec mes deux rilles tranquilles, le bateau avance à 7 nœuds, dans une mer comme ça c'est impeccable, aller plus vite ça rendrait le trajet plus inconfortable, j'ai pas grand chose de plus à y gagner. Un des deux va devoir gagner la course là. Faire un petit tour sur le bateau pour vérifier si tout va bien et d'admirer la mer. Alors Quetzal a une particularité, c'est d'avoir un mât qui est précintré. C'est-à-dire que le mât a une courbe vers l'arrière, ce qui est supposé lui donner une meilleure résistance dans le sens de la traction, c'est-à-dire vers l'avant. Apparemment dans la littérature ça a l'air d'être quelque chose d'assez commun, mais dans les faits je ne connais pas d'autres bateaux, j'ai jamais croisé d'autres bateaux qui aient le même type de mât. Comme partout dans la mer des Caraïbes, il y a encore beaucoup de sargasses ici. Et je suis surpris, moi j'ai pas été tellement embêté, en dépit de tout ce que j'ai pu entendre sur ceux qui ont navigué dans les Caraïbes et les Antilles, qui étaient obligés des fois d'arrêter le bateau pour libérer les sargasses. Alors est-ce que c'est dû au fait que la forme des safrans soit pas propice à la récolte des sargasses? Je ne saurais trop dire. Mais à aucun moment j'ai été obligé de m'arrêter pour enlever des sargasses qui se seraient accumulées autour des safrans ou des dérives. Alors depuis maintenant 36 heures environ, je suis porté par un courant qui est d'environ 1,5 à 2 nœuds, qui longe la côte et qui remonte vers le nord. Je ne sais pas comment il l'appelle ici ce courant, mais il continue ensuite dans le golfe du Mexique et il remonte vers la Floride. Ensuite il prend le long de Gulf Stream et il traverse l'Atlantique. Donc depuis 36 heures, il m'aide bien dans la progression. Et la nuit dernière, à un moment donné, je me suis endormi. Et généralement, je me réveille toutes les heures pour vérifier que tout est OK sur le bateau. Et la nuit dernière, je ne me suis pas réveillé toutes les heures, j'ai dormi pendant 3 heures d'affilée. Et pendant ces 3 heures, le courant, lui, il a forci, il est passé à presque 3 nœuds. Il m'a amené beaucoup plus au nord que ce que je pensais. Et donc maintenant, je suis en train d'essayer de batailler de façon à pouvoir regagner vers Isla Mujeres. Et j'ai un écart de route de l'ordre de 30 degrés, ce qui est énorme. Je m'en veux un peu sur ce pilote. Alors
Alors voilà où je suis, voilà où je veux aller, et voilà la route que je faisais. Alors j'ai fait une première correction de trajectoire, et qui n'était pas suffisante, et au bout d'1 h 30, je me suis rendu compte que il fallait carrément faire un 30 degrés de correction de dérive. Voici une copie d'écran que j'avais fait avant de partir, c'est une carte des courants marins dans la zone. Donc on voit bien la naissance du Gulf Stream dans la mer des Caraïbes, qui ensuite se prolonge dans le golfe du Mexique pour aller vers la Floride. La partie en bleu-blanc sont des courants à plus de 3 nœuds. Alors autant les courants de marée me sont familiers, surtout dans les zones dans lesquelles je navigue habituellement, et les courants en haute mer comme ça, c'est vrai que j'ai pas tendance à y faire vraiment attention. Et maintenant, je me retrouve à essayer de réparer mes anailles. La zone hôtelière de Cancun, que je vais longer sur toute sa longueur pour rentrer ensuite dans le passage entre Isla Mujeres et le continent. Alors je suis venu vérifier la profondeur parce que je voyais le fond qui défilait, je commençais à m'inquiéter. Et là, il y a 8 mètres de fond. C'est pas dans les Pertuis charentais qu'on verra ça. Voilà, arrivé à Isla Mujeres. J'ai sorti l'annexe. Je mettrai le moteur demain, c'est pas tant. Je vais faire la clearance demain. Je vais arriver un peu tard pour la faire ce soir.